Cette semaine, dans le balado, on découvre un frère, on retrouve la famille et on fait la paix avec notre fille. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Spoilers, quasiment. La paix avec sa fille. Voilà. Je pense pas que les gens vont voir Captain America pour ça. Effectivement. Ça serait étonnant que, enfin cet arc narratif va être peut-être résolu. Alors, ben oui, tu l'as souligné, c'est le grand retour de Marvel en force. Après l'an dernier, on avait juste eu une offrande qui était Deadpool et Wolverine. Cette année, on aura droit à 3 productions, dont la première, le nouveau Captain America. Mais avant de... Littéralement, le nouveau Captain America. Oui, vraiment. Ce n'est plus Steve Rogers. Effectivement. Alors, avant d'aborder tout ça, petit tour... d'horizon d'actualité, il y a quand même des choses un peu sympathiques qui sont sorties cette semaine. J'ai rien à déclarer, alors vas-y. Tu vas suivre mon beat. Ton monologue. Effectivement. Donc, écoute, dans la bande dessinée, on a Lucky Luke qui tire plus vite que son ombre. Au cinéma, je pense qu'on va voir Luca Guadagnino qui tourne plus vite que son ombre. Okay. Je pensais qu'il allait faire un projet de Lucky Luke encore. Je pense qu'ils ont compris que ça marchait pas, là, en prise de vue réelle à tout le moins. On a déjà annoncé son prochain film. On avait évoqué... peut-être à l'automne, peut-être c'est ça. On avait parlé de ce nouveau projet qui s'appelle After the Hunt. Donc, on a les titres officiels qui m'en avaient de Julia Roberts, Andrew Garfield et Ayo Edebiri, qui évidemment la jeune cuisinière dans The Bear, qui a beaucoup de traction sur elle, qui joue une universitaire qui va dénoncer son prof de littérature Andrew Garfield auprès de sa collègue qui est jouée par Julia Roberts, et ça va évidemment tourner autour d'un mystère qui semble frapper le personnage de Julia Roberts. Donc, le film va sortir en octobre. Okay. Alors, c'est quand même 3e film en 1 an et demi. Ouais. Non, 1 an et demi. Ah, ben oui, c'est vrai, avec Challengers. Challengers, Queer, et là, celui-là. Alors, puis là, il est déjà en tournage de 2 autres affaires, sûrement. Ouais, son prochain, oui, ça s'entame bientôt. C'est ça, il n'est même pas sorti, puis on est déjà en train de dire son prochain. Effectivement. Son prochain. Alors, voilà, très prolifique, Monsieur Luca. Wes Anderson aussi, quand même un autre cinéaste bien apprécié. Et puis il était attaché à un remake de quelque chose, Guadagnino, puis j'ai oublié. Ça se peut. J'ai oublié moi aussi. Vas-y. Ouais. Ah oui, c'est American Psycho, qui est son prochain film, voilà, justement. Okay. Fait que ça, il doit être en tournage. Je pense que ça commence au printemps, effectivement, pour 2026. Donc, Wes Anderson, on a la date de sortie de son prochain film, The Phoenician Scheme. C'est pas lui qui a les meilleurs titres, généralement, quand même. Ouais, mais il y a un public fidèle. Mais il y a son public fidèle. Donc, 6 juin, quand même une belle brochette de comédiens qui ont joué dans beaucoup de ses films. Je pense qu'ils aiment travailler un peu comme en troupe de théâtre. Alors, on va retrouver au générique Benicio del Toro, Michael Cera, Bill Murray, Tom Hanks, Scarlett Johansson et Willem Dafoe, entre autres. Mais... Michael Cera, c'est la première fois? Je pense que oui. J'avais comme l'impression qu'il était dans Asteroid City, mais je suis allé voir, puis non. C'était la première fois que Tom était là, par contre. Oui, que Tom était là. Donc, c'est un retour. Willem Dafoe, c'est un habitué. Bill Murray, évidemment, depuis pratiquement... Benicio, il a été une fois. Quelques fois aussi, oui, c'est ça. Donc, une comédie noire sur fond d'espionnage entre une relation entre un père et une fille et sa fille. Donc, évidemment, ça demeure toujours un peu mais sa cryptique. fille n'est pas dans les 4 noms. Écoute, on ne sait pas vraiment c'est qui. Ouais, c'est ça. Vu qu'il nomme 17 comédiennes. Mais ouais, fait que ça va être à voir qui va jouer qui, effectivement. Donc, à découvrir au mois de juin pour Wes Anderson. Je me rappelle bien, je pense à Asteroid City. C'était-tu dans cette période-là? Oui, exactement, oui. Alors, voilà. Sinon, Ridley Scott aussi. C'est-tu parce qu'il il va sûrement être présenté à Cannes? Ils ont-tu annoncé Cannes leur Pas encore, mais il y a des bonnes chances qu'ils positionnent. Ne serait-ce que hors compétition, mais juste projection primaire, ouverture, c'est ça. Oui, parce que c'est quand même un cinéaste je crois que c'est très ce qui était apprécié, arrivé avec Asteroid City. Fait que c'est peut-être la même
côté marketing, le même chemin. Parlant de cinéastes aussi qui tournent très souvent, Ridley Scott, donc son prochain, mais lui a comme 10 projets en l'air, là, mais lui qui semble être le plus près d'aller en tournage, c'est The Dog Stars, qui va mettre en vedette Margaret Qualley, Jacob Elordi, Guy Pearce et Josh Brolin. C'est une adaptation d'un roman de 2012 de Peter Heller dans un monde post-apocalyptique ravagé par une pandémie. Alors, c'est un pilote qui se promène comme ça, qui vit reclus seul, et alors qu'il est à bord de son Cessna, va capter un son mystérieux, puis il va partir à la recherche des origines de ce son-là. Fait que, quand même... changement un peu de registre pour Ridley Scott. Ça semble plus intimiste. À la sci-fi. Puis en tout cas, d'après cette prémisse-là, ça semble assez plus intimiste. Là. Je pense pas que ça va être un film de 150 millions, mais on ne sait jamais avec lui. Ouais, c'est ça. Ça va être un petit budget, un petit 70 peut-être. Sinon, toi, t'aimes bien les biopics? Pas trop ce comme passé, comme on dit. Hein. Écoute, là, on continue avec le succès de Complete Unknown, qui est un semi-biopic, mais bon. Quand même qui oui, c'est sur une fenêtre de vie, justement, c'est plus intéressant. En fait. Donc, prochain sujet, c'est qu'on va voir Michael Jackson plus tard cette année. Oui, très curieux de voir justement qu'est-ce qu'ils vont faire avec lui. Mais... c'est quoi, sûrement Bruce Springsteen, là, ça doit s'en venir. Bruce Springsteen, c'est déjà en tournage. Bon, c'est ça. Avec justement le comédien, c'est Jeremy... Strong? Non, Ellen White. OK, oui. De Bear, justement, et Aaron Club. Non, ça va être pour 2026, parce que nécessairement le tournage va avoir lieu cette année. C'est un biopic de Roy Orbison qu'on attendait tous. Pretty Woman. Voilà. Est-ce qu'il y a une vie remplie de controverses et de... Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on va découvrir. Avoir un petit passage sur les Traveling Wilburys. Ça, c'était bon, ça. Alors, à suivre pour les amateurs de Il y avait Bob Roy Orbison. Dylan, d'ailleurs, là-dedans aussi. Il était-tu Bob Dylan? Non, je pense que c'était George Harrison... Tom Petty, ça, pour sûr. Tom Petty, Roy. George Harrison, puis les deux autres étaient un peu moins connus. Ah, mais il n'était pas juste 4? Je me souviens pas de George. Non, il était 5. Ouais, George Harrison était là. J'étais certain qu'il y avait Bobby. Et puis, là, si vous êtes amateur de poules d'Oscar, un film semble prendre la tête pour le meilleur film. On en parlera plus en détail dans notre épisode spécial. Mais Anora, en fin de semaine dernière, a remporté 2 grands prix. Celui du meilleur réalisateur pour Sean Anora avec la Guilde des réalisateurs. Celui du meilleur film pour la Guilde des producteurs. Généralement, deux indices, deux victoires qui rapprochent statistiquement la coronation d'Anora aux Oscars, à moins d'une surprise. Mais je pense qu'il prend la pole position avec cette victoire. C'est ça, surtout qu'il y a des grosses campagnes de salissage. On en parlait la semaine dernière, là, des Brésiliens versus Emilia Pérez. Ça joue dur cette année. Le AI sur Brutalist, que finalement, je veux dire, on peut apprécier ou pas, mais c'est très petit ce qu'il y a dedans. Puis là, ça a sorti comme tout ce qu'il disait, chaque mot était twisté, puis c'était comme genre 2 phrases, 2 mots, là. Mais tu disais que ça a fait changement, ça, d'ailleurs, l'effet brutaliste, que là, il va falloir déclarer aux Oscars l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les films. Effectivement. Le pourcentage, j'imagine. Il doit y avoir sûrement un guide là, pour tout encadrer ça, mais effectivement, ça va être un nouveau changement pour les Oscars. Puis je pense que ça va être de plus en plus nécessaire, nécessairement. Ouais, peut-être même dans la promotion complètement des films, de dire on a utilisé, ou tu vas être obligé de l'écrire. Tu sais, aucun animal n'a été maltraité à la fin du générique. Là, ils vont peut-être devoir dire ça. Aucune intelligence artificielle ou l'inverse, une intelligence a été utilisée. Effectivement, ça sera pas impossible. Parce que ça faisait partie des enjeux que les scénaristes voulaient se protéger à la dernière greffe. Je me souviens plus du constat que ça avait donné. Là. Une certaine protection, mais sûrement pas... je pense. Mur à mur interdit d'utiliser. Non, c'est ça, effectivement. Puis là, ça, c'est les scénaristes, mais là, ça va s'en venir sur tous les autres métiers de correction, visuel, colorisation, n'importe quoi. Ouais, parce que même déjà dans The Brutalist, on avait utilisé l'intelligence artificielle pour, je pense, c'était pour les édifices à la fin, là, de les créations du personnage d'Adrian Brody. OK, quand c'est le musée, là. Qui avait été conceptualisé par un artiste, mais rendu physiquement par l'intelligence artificielle. OK. Mais moi, c'est une utilisation que je sais pas, là, peut-être que plein de métiers viennent de le perdre, mais je trouve ça légitime. Là. C'est un peu comme quand l'animation est devenue informatique, il y en a plein qui ont des dessinateurs à la main, qui disent on perd tous nos jobs, mais c'est une technique différente. Là. Sauf que dans le cas de l'illustration, c'est que l'intelligence artificielle s'appuie déjà sur
plein d'images, une banque de données d'images. Ouais, là, c'est relatif à des droits d'auteur et tout. Là. C'est plus que... ça, cet enjeu-là, que c'est à eux de démêler. Là. Mais ouais. pour le produit final, je peux pas dire que ma position, c'est d'être fermé 100% à toute utilisation. Là. J'ai l'impression que c'est, non, je pense c'est un outil dans un coffre. Là. Qu'est-ce que t'en fais puis à quel point tu l'utilises? Tu peux pas construire 100% de maison avec un marteau. Là. Fait qu'à un moment donné... Mais tu peux en avoir besoin à certains points de vue. Pour revenir sur Traveling Wilburys, effectivement, c'est George Harrison, Bob Dylan, puis l'autre qu'on connaît pas, c'est Jeff Lynne. Ah, OK. Je sais pas, il est associé à quel groupe. Puis Roy, puis Tom Petty. Ben. Super groupe. Ouais, il va faire quelques bonnes tunes. Handle Me With Care. Ouais, exactement. Quelque chose de même. Allons-y. Écoute, il n'y a pas de bande-annonce cette semaine, malgré le Super Bowl. On a plus eu à des... mais finalement, on se disait qu'est-ce qui va être révélé. Ouais. Je t'avoue que j'étais un peu premier Super Bowl avec enfants et gestion de tout ça. J'étais moins attentif. Puis je crois que chez mes amis, chez qui on était, finalement, c'était CTV, fait qu'on avait les pubs canadiennes, fait qu'on en voyait beaucoup moins... des fameuses pubs américaines. Là. J'ai vu qu'il y a beaucoup de stuns par après Vin Diesel puis Michelle Williams dans la pub de Häagen-Dazs qui est comme leur personnage de Fast and Furious puis des affaires de même, mais c'est pas une pub de Fast and Furious, c'était pas des trailers de cinéma. Ça a été plus il y a toujours eu cette utilisation de personnalités d'acteurs connus. Ouais, qu'on joue avec des personnages ou des reprises de films, des trucs comme ça. Mais non, effectivement, j'ai trouvé que ça a été assez tranquille à ce niveau-là, ou sinon c'était des 30 secondes, mais qu'on Mission Impossible. Qu'on avait déjà vu des trucs là, qu'on dansait. Je pense que la seule bonne pub dans ce cas-là, j'ai trouvé pour le cinéma, mais qui n'est pas une bande-annonce du film, mais c'est l'utilisation de Stitch. Il faut le bordel sur le terrain de football. Ça, c'était quand même assez sympathique. Puis c'est quoi? C'est rendu Tom Cruise qui présente le Super Bowl? C'est quoi cette affaire-là? C'était comme la mission impossible de remporter un Super Bowl. Là. Fait que là, oui, c'était une introduction très dramatique sur les enjeux de réussir sa quête. Mais c'est comme... On le sait qu'il est associé à ça, on sait qu'il y a un film qui s'en vient, mais il n'y avait pas une pub claire parce que c'était l'introduction du Super Bowl. Fait que c'était... C'est comme un semi-stunt. Bref. C'est un placement subtil. Oui, c'est ça. Tout à fait. Vous aimez Tom Cruise? N'oubliez pas qu'il fait un film. C'est un peu ça. Fait qu'allons-y avec les sorties de la semaine quand même. Débutons avec le gros morceau quand même qui est Captain America Brave New World de Julius Onah. Ouais, le meilleur des mondes au Québec avec Anthony Mackie, Harrison Ford qui reprend le rôle du défunt William Hurt, Danny Ramirez, Shira Haas de Unorthodox, qui est là en une espèce de garde du corps qui kick des culs et qui fait probablement 4 pieds 10. Oui, tout à fait. Mais qui est une ex-agente Black Widow, donc... son personnage. Oui, non pas elle. Oui, effectivement. On utilise ça, là, les acteurs internationaux pour que, peu importe l'accent, ça fonctionne. Quoique Scarlett Johansson n'était pas une actrice internationale. Fait que Sam Wilson est rendu le nouveau Capitaine America. Il s'est posé beaucoup de questions dans la série Falcon and the Winter Soldier, que là, il refusait le bouclier pour finalement le reprendre. Fait que le film commence comme avait terminé les Avengers, c'est-à-dire on le sait pas qu'il a hésité à pas le prendre, mais c'est lui qui l'a. Puis vient un gros poids avec ça, c'est que lui, il a pas de super pouvoir. Il y a un saut spécial de plein de technologies aidé par le Wakanda et tout, mais lui-même, c'est juste un mortel bien entraîné. Et aussi, c'est un Afro-Américain, hein? Fait qu'il y a ce poids-là qui vient avec. C'est quoi c'est quand même d'actualité, mais tu sais... Au niveau des Américains, le traitement des Afro-Américains, est-ce qu'ils sont vraiment d'égaux puis acceptés ou sont encore un peu vus comme une classe ouvrière puis du restant d'esclavagisme et tout? Fait que, est-ce qu'au final, lui aussi devient juste une mascotte pour le nouveau président? Et ce nouveau président-là, c'est Thunderbolt Ross, donc joué par Harrison Ford. D'ailleurs, une petite blague de pourquoi il n'y a plus de moustache. Ouais. Parce que Hurt portait une moustache pour ce personnage-là. Puis, lui, il était assez extrême, probablement extrême droite dans ses mesures. Très anti-super-héros. C'est ça, voilà. Il était derrière les accords pour que les super-héros travaillent obligatoirement pour oui, puis ils révèlent leur identité et tout, là, ce qui ramène au précédent film Civil War, dans le fond, de la franchise Captain America. Fait que là, il dit maintenant qu'il est président, qu'il a changé, qu'il est repenti et qu'il est plus ouvert à tout ça, mais il a quand même besoin...
de Sam et de son emblème du Capitaine America. Et vient un attentat sur ce dit président Ross. Et là, tel un bon thriller politique, Sam Wilson, donc le faucon, appuyé de son nouvel acolyte Danny Ramirez, qui a comme pas de nom de personnage. Ouais, c'est le nouveau faucon, je pense. Ouais, c'est ça un peu. Là. Si lui devient capitaine, l'autre devient un faucon. Fait que les deux ont des ailes, puis ils perdent les balles. Fait qu'ils vont essayer de dénicher qu'est-ce qui se passe puis qui était derrière ça, parce que les gens qui font l'attentat semblent plutôt contrôlés un peu par une forme de télépathie ou d'hypnotisme à commettre ces actes répréhensibles. Bien résumé. C'est bien résumé. Ouais. Il se passe quand même pas mal d'affaires, ou en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont présentées. C'est le 35e film, Marvel. Quand même. C'est dur de se réinventer, mais moi, j'aime beaucoup la branche des films Captain America. On est en rupture vraiment de ton avec, je pense, la majorité des autres films de Marvel. Ils sont moins drôles, hein. Ils sont plus sérieux. Maintenant. Plus sérieux. On est vraiment, tu l'as dit, dans le thriller politique, hommage aux films des années 60-70 et tout de complot, de conspiration. Ben, ça se paraît dans l'esthétique du film. Là. On l'a mis. Je me demandais, je pense que c'est l'épisode avec Nico, quand on faisait notre top 10 puis nos attentes. J'étais très curieux de ce film-là à cause de la bande-annonce, puis j'espérais que ce soit pas juste une supercherie de la bande-annonce. Puis le film a ces qualités-là aussi, comme dire, un grain très sale, très usé, qui rappelle ces vieux films. Moi, j'ai plus écouté ceux des années 90, mettons, là, mais où ça rappelle même les Jack Ryan. Jack Ryan avec Harrison Ford, par exemple. Là, c'est ça, ce complot, puis là, je suis le seul à travailler là-dessus. D'ailleurs, qui avait joué un président dans le dernier des Jack Ryan où il jouait. Present Danger. Ben, qu'il l'a aussi joué dans Air Force One. Ouais, donc 3e tour de piste comme président. Ouais, exactement. Voilà. Un habitué. C'est même plus un rôle de composition. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ben oui, écoute, est-ce que c'est une intrigue hyper essentielle, majeure? Non. Moi, je voudrais c'est comme une petite entrée, un petit à côté dans la grande continuité de Marvel, parce que le film est pas mal rattaché plus au premier Hulk avec Edward Norton, quand même, qui remonte à 2008. Qui est comme le deuxième, mais en tout cas, le début du MCU. Là. Pas lui d'Eric Bana, je veux dire. Non, c'est ça, mais lui, il n'avait aucun lien avec... alors que l'autre Incredible Hulk était un film quand même du MCU. Ouais, voilà. Donc, on fait beaucoup de liens. Fait que ça, j'ai quand même trouvé ça le fun de rattacher à ça. Écoute, je pense que j'aurais quand même aimé que les choses se passent un peu autrement, parce que le personnage de Ross qui devient le Hulk rouge, puis c'est pas caché parce qu'on le voit dans les bandes annonces. C'est posters partout. Là, c'est ça. Qui est intimement lié avec Bruce Banner, avec Hulk. Ça aurait été le fun qu'il soit présent, qu'il trouve une façon de l'amener. T'sais. Ça aurait élevé beaucoup le film. Je pense que oui. Parce que le film souffre des mêmes problèmes de tous les films où ils sont pas en gang. C'est comme, tu sais, au départ, les bonhommes des Avengers puis les super-héros étaient tous tout seuls, puis Thor était sur sa planète, puis etc. Puis à un moment donné, on a fait le premier Avenger, puis là, ils se sont mis à travailler ensemble. Puis là, je comprends qu'il y a des comédiens qui sont plus là, fait que leurs personnages, ils peuvent pas être tous là, ni contractuellement, ni au niveau du salaire, mais aussi dans l'histoire, c'est correct qu'il y en a qui vont veiller sur d'autres choses. Le Captain Marvel qui est toujours partout. Mais à un moment donné, c'est comme ça devient vraiment des gros problèmes avec des enjeux sociaux puis des attentats sur le président américain, puis que ça va tout tourner, puis il est comme tout seul là-dedans, tout le temps. Puis à un moment donné, il y a comme un caméo d'un autre qui vient le voir, puis il dit « Hey, lâche pas, mais j'ai pas le temps de t'aider. » C'est comme... c'est un peu bizarre, là, tu sais. Fait que si un Hulk était arrivé au 3e acte ou à moitié du film, ou même s'il était juste en Bruce Banner, en Mark Ruffalo, qui est comme « je veux pas me transformer, ça me tente plus », ou blablabla, ça aurait été déjà intéressant, mais spoiler ou anti-spoiler, il est pas là une seconde. Non, c'est ça. Il est même pas mentionné. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai trouvé ça tout ça un peu curieux. Mais sinon, ça reste... un Marvel assez traditionnel, on sait à quoi s'attendre. J'ai l'impression que cet été... Thunderbolt va faire des liens dans une couple d'affaires, mais va probablement être plus drôle. Puis Fantastic Four, parce que beaucoup l'aiment, puis qui se repasse dans une autre timeline des années 60, va être une porte d'entrée. Je pense que... Mais celui-là, il est vraiment dans la continuité. Je pense qu'il faut... Tu sais, moi, c'est la seule série que j'ai vue. Je l'ai écoutée comme dans le temps des fêtes, en amont de ça, en me disant, ça va peut-être être pertinent, cette affaire-là. Série que je trouve moins bonne que les films, là, quand même. Mais... ça m'a aidé à présenter un des personnages qui est comme un ancien pseudo-Captain America qui avait fait des tests dessus. Puis dans la série, au début, il est un peu contre Sam Wilson. Puis finalement, il se lie d'amitié. Puis là, dans le film, il le présente en 2 phrases, mais il était plus présent dans la série. Fait que quelqu'un qui arrive et qui l'a pas écouté,
un peu rapide, là, tu sais. T'arrives dans un party, salut, c'est Isaac, c'est mon cousin, on est allé à la guerre ensemble, puis ben, tu continues, puis t'es comme, OK, mais là, je sais pas, j'ai jamais entendu parler de ton cousin avant, là, c'est quoi cette affaire-là, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Je pense que dans la continuité, on va plus l'apprécier, le fait qu'il y a une esthétique un peu différente des derniers, on est moins dans l'humour qu'on a voulu beaucoup marteler dans... même incluant Deadpool là, et tous les précédents Captain Marvel et tout qui avaient moins fait mouche. Peut-être qu'ici on va plus trouver satisfaire le public en prenant le film au sérieux si on veut. Fait que voilà. T'as-tu checké un peu, j'ai oublié de noter le nom du réal, il sort de... j'ai vu son nom, il sort un peu de c'est lui qui a fait Loose, hein? Ouais, c'est ça. Fait que je pense que c'est ce qu'il a un peu... C'est dans cette catégorie des réals qui font des films indie, mais qui ont du buzz, puis on les ramène là-dedans. Hein. Puis Marvel était très fort là-dessus dans les dernières années. Réalisateur d'origine nigérienne. Fait que évidemment, je pense qu'on voulait avoir quelqu'un d'un Africain pour raconter un peu cette histoire-là. Fait que... Puis c'est drôle parce que l'autre lien que le film fait beaucoup, c'est avec les Eternals. Pas vraiment les personnages, mais les événements, c'est-à-dire le fameux... le Celestial. Celestial, c'est ça qui est comme coincé là, puis il y aurait un nouveau minerai possible dessus. Puis... On a introduit l'adamantium dans l'univers Marvel, qui est la... C'est pas ça qu'il y a dans Wolverine? C'est ça, c'est la substance qui vient couvrir Wolverine, en fait, les os et tout ça, qui fait qu'il est indestructible. Mais là, dans la timeline, ça marche comment, là? C'est ce qu'on va voir, voir... Tout ça était en même temps dans deux lignes du temps. Là, c'est sûr qu'on peut introduire... Ouais, c'est ça. Mais en même temps, on peut introduire l'avenue peut-être des X-Men ou la création de Wolverine à partir de cette timeline-là. C'est ça. Mais le Deadpool et Wolverine seraient dans une autre timeline ou parce dans le que... futur? Non, parce qu'il était dans une autre timeline. Parce qu'on le voit dans... Tu te rappelles au début... Ah ouais, dans le bureau. Wade Wilson, il vient dans cette timeline-là parler avec Happy, le personnage de... Ah ouais, OK. Voyons, du comédien... John Favreau. Ouais, John Favreau, tout ça. Puis finalement, il est comme rejeté, fait qu'il retourne dans... C'est vrai, OK, bon, tu vois, j'avais oublié ça qui était dans une autre timeline, Deadpool. Oui. OK, ça pardonne tout, ça. Et d'ailleurs, rester jusqu'à la toute fin, parce qu'évidemment, on a une petite scène qui est annonciateur de ce qui s'en vient, et surtout les 2 prochains Avengers, avec le personnage qui dit carrément, il y a d'autres personnes... Qui vont peut-être venir nous attaquer, venir ici, puis comment vous allez défendre tout ça, défendre notre monde contre eux. C'est quand même drôle parce qu'il n'y a pas de... Souvent, il y a une scène cachée comme juste avant le générique défilant. Là, il n'y en a pas. Non. Juste à la fin de... Soyez patients, là, c'est à la fin du gros long générique. Oui, traditionnel, hein, il y a beaucoup d'effets numériques. Et tu parlais, juste revenir sur le personnage de Shira Haas, l'ex-grande comédienne d'un orthodoxe, qu'on n'a pas tant vu après ça. Je suis allé voir un petit peu, elle a fait, je pense, 2 trucs sur Netflix, mais c'est tout, mais qui est vraiment une très bonne comédienne. Et son personnage existe vraiment dans la bande dessinée, là, qui est Ruth Bat Seraph, qui est Sabra, qui est une mutante, en fait, dans la réalité. Fait qu'on a fait un petit changement là. Pour en faire justement une ex-agente des Black Widow. Oui, parce que là, il n'y a pas encore de X-Men. C'est ça, les X-Men n'existait pas. Puis le Red Hulk, personnage qui existe aussi dans les BD Marvel, qui était introduit en 2008. C'est quand même assez récent. Et c'était le général Ross qui, à l'origine, s'était shooté de rayons gamma pour affronter le Hulk, parce qu'ils ont toujours une espèce de relation... amour-haine entre les deux, puis le Hulk était rendu un peu incontrôlable et tout ça, donc il s'était shooté à ça pour le combattre. Et il y a eu une Red She-Hulk qui était Betty Ross. OK. Fait que ça me laisse peut-être l'idée que ça pourrait être intéressant. Betty Ross, c'est donc la fille Liv Tyler. Ouais, c'est ça, son personnage. Okay. Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'ils n'ont pas amené le Hulk, probablement parce que, je sais pas, il était rendu à faire un film avec ça, mais que, tu sais, c'est pas très clair... À partir de quand ils ont changé, là, c'était Edward Norton, puis il y avait toute cette idée-là. Puis quand c'est devenu Mark Ruffalo, on n'a plus jamais reparlé de ça. Puis du fait qu'il sortait avec une fille, puis qu'il l'a abandonné quand il fallait qu'il apprenne à contrôler sa colère. Puis c'était plus le côté avec Scarlett Johansson, avec Black Widow, puis ces affaires-là. Fait que c'est peut-être pour ça que ça aurait été bizarre de le ramener, puis de dire « Ah oui, on a sorti ensemble, puis je t'ai jamais rappelé. » là. Je sais pas trop. Effectivement. Peut-être qu'on garde ça pour un autre moment. Puis je reviens encore pourquoi il n'y a pas de film de Hulk seul, c'est que c'est Universal Studios qui détient encore les droits. Ah, c'est pas libéré complètement. Fait que c'est pas libéré, fait qu'ils ont juste une entente
d'utiliser Hulk s'ils font partie des Avengers ou d'un truc comme ça, mais ils ne pourraient pas faire un film solo Hulk pour l'instant, en tout cas. Ouais, mais là, ils l'ont tué à vie ou à un moment donné, c'est comme Sony, ils sont obligés de faire des films pour pas perdre les droits. C'est une bonne question. Ça fait longtemps qu'Universal n'ont pas fait un film de Hulk, ça fait 20 ans quasiment. Là. Ouais, c'est ça. Non, je sais pas à ce niveau-là. Puis écoute, ça fait longtemps qu'ils l'ont parce que c'est eux qui produisaient la série télé dans les années 70, début 80 avec Lou Ferrigno. OK. Fait quand même... Puis, dernier truc sur Shira Haas. Moi, je voyais toujours une petite Catherine Trudeau tout le long du film. Je trouve vraiment qu'il y a une ressemblance. Oui, c'est vrai. Lynn la pas fine. Oui, tout à fait. Alors, allons-y avec un film complètement ailleurs pour les amoureux du cinéma français. Enfant phare d'Emmanuel Courcol. Oui, à ne pas confondre avec Enfant fort, mais bien une fanfare, non pas Strong Kid. Ça met en vedette Benjamin Laverne et Pierre Lottin, qui sont pas rapidement des visages ou des noms si connus que ça, peut-être plus des visages. Benjamin Laverne était dans beaucoup de films français, de comédies dramatiques et tout. Pierre Lottin est plus récent, là, vient plus d'apparaître sur Giron. Il était dans Quand vient l'automne de François Ozon, entre autres, il y a quelques semaines. Alors, Benjamin Laverne, du nom le plus français possible, s'appelle Thibaut. Alors, Thibaut est un chef d'orchestre de renommée internationale. Sauf qu'il va apprendre parce qu'il y a... Attends, c'est un peu compliqué à expliquer. Même la bande-annonce est assez weird. Le film s'écoute très bien, mais la bande-annonce est dure à placer, donc c'est dur à résumer. Il va découvrir qu'il y a un cancer, il a besoin d'une greffe, il va voir si sa sœur est compatible, réalise que dans le fond, c'est pas sa sœur biologique, qui a été adoptée. Et de ce fait, va retrouver son frère, apprendre qu'il y a un frère biologique, le retrouver. Donc, vous avez été séparés à la naissance et adoptés dans deux familles différentes. Oui, c'est ça. Séparés à l'adoption, en fait, là. Parce qu'il y a tout cet enjeu-là de dire « je pouvais pas adopter 2 enfants, je n'ai juste adopté un ». Ouais, mais lui aussi est adopté, Pierre Lottin. Oui, c'est ça. Mais c'est pas... Tu sais, quand la mère du personnage de Thibaut a adopté, elle savait qu'il y avait 2 enfants, mais elle pouvait juste en prendre un. Fait plus séparé à l'adoption. Ouais, d'accord. Fait qu'il va découvrir, c'est ça, qu'il y a un frère qui s'appelle Jimmy, qui est plus un employé de cantine scolaire, puis lui aussi joue de la musique, mais tu sais, une fanfare amateur dans le nord de la France. Il joue du trombone. Fait que cet événement-là va comme les lier, puis il va avoir ce côté de culpabilité parce qu'il y en a un qui finalement il est pas devenu chef d'orchestre pour rien, c'est parce qu'il était dans une classe plus élitiste avec plus de moyens, tandis que l'autre était une classe sociale ouvrière, exactement. Fait qu'il va avoir ce sentiment d'injustice-là, de pourquoi est-ce que vous n'avez pas adopté les deux, pourquoi avoir séparé la fratrie, puis qu'est-ce qui s'est produit avec tout ça. Puis aussi, peut-être qu'ils vont réaliser que même si à ce moment-là, ils pensent qu'ils sont complètement différents, ils ont beaucoup de points communs. Et Thibaut va travailler beaucoup pour aider Jimmy à s'émanciper dans la musique puis grandir, mais jusqu'où finalement, je sais pas, ton désir versus ton destin là, ou quoi que ce soit, c'est pas parce qu'il y en a un qui est au plus haut niveau que l'autre, c'est jusque-là qu'il veut aller aussi, etc. Fait un très beau film qui mélange tout ça, ces relations familiales-là, l'espèce de je sais pas, ton destin ou transcender sa classe sociale, comme on dit. Voilà, ouais, t'en as pensé quoi, ça, Patrick? Oui, vraiment une comédie dramatique bien intéressante, bien satisfaisante. J'ai beaucoup aimé l'utilisation de la musique qui est très présente, qui est au cœur du film. Sans être un film sur le métier de chef d'orchestre, comme on a eu avec Louis Robichaud, par exemple. On y va dans les gros succès, comme c'est le Boléro de Ravel. Le Boléro de Ravel, la marche impériale de Haïda, la marche triomphale. OK. Fait que, pour les gens qui s'intéressent ne serait-ce que moindrement un peu à la musique classique, vous allez reconnaître des extraits. Puis, ça rajoute vraiment une dose d'émotion. Je trouve que la musique est bien utilisée. Bien joué aussi. Benjamin Laverne et Pierre Lottin ont vraiment une belle complicité à l'écran. On croit à leur histoire. Fait que si vous voulez juste un feel-good movie, quand même un message, parce qu'évidemment, on aborde un peu tous ces enjeux-là de la région vis-à-vis Paris, parce que évidemment, l'usine pour laquelle il travaille est menacée de fermeture. Oui, c'est ça, les emplois sont menacés, il y a des briseurs de grève, des choses comme ça. C'est ça, fait que non, très intéressant. Puis j'ai eu l'occasion de parler tant à Emmanuel Courcol, le réalisateur et co-scénariste, et Pierre Lottin aussi. Fait qu'il va y avoir un petit papier
là-dessus à venir dans les prochains jours. Ce qui est intéressant, c'est qu'Emmanuel Courcol a écrit le rôle de Jimmy pour Pierre Letin. Ils avaient travaillé ensemble sur son film précédent de Courcol qui était Un Triomphe. Ah, je savais pas que Letin était dedans, je me souvenais plus. C'était un très beau film, Un Triomphe aussi. Je sais pas si tu l'avais vu. J'avais pas eu l'occasion de le voir. Mais... Sur ça fait un peu comme Sing Sing finalement, là, mais des prisonniers qui font une troupe de théâtre. Puis c'est Cadmerade qui fait leur metteur en scène et tout, puis qui les amène à... Ils travaillent fort pour dire ils sont tellement bons, ils s'investissent tellement. Est-ce qu'on peut avoir une permission de sortie pour aller jouer la pièce à l'extérieur de la prison, comme du jamais vu? Puis c'est inspiré d'une histoire vraie aussi. Pas juste de faire du théâtre, mais vraiment ce qui est arrivé à cette troupe-là, leur fameuse sortie, etc. Là, donc, fait que c'est super intéressant. Et Pierre Letin a appris le trombone pour l'occasion. Il était déjà musicien, mais évidemment, il a ajouté cette corde-là à son arc. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de noms professionnels aussi dans les membres de... OK, parce qu'il joue des instruments, fait qu'il ne voulait pas des comédiens qui font l'impression de faire semblant de jouer, mais... ou des fois, où tu es obligé de trouver un comédien... de métier, mais qui sait jouer des timbales, là. C'est comme ça devient plus tough, là. Donc, je pense qu'en Fanfare a vraiment de quoi pour séduire et plaire. Puis dans le fond, c'est un grand succès en France, il faut le dire. Oui, en nomination pour plusieurs 2 Césars. Non, pas 2 millions d'entrées, pas autant, mais... Je me rappelle plus où il se situe, mais... Oui, vraiment un gros hit. Il est sorti il n'y a pas si longtemps, je pense. Ouais, je pense que c'est en fin de l'automne. Ouais, pour le temps des fêtes, je pense. Ouais. Puis d'ailleurs, Benjamin Laverne est en nomination au César du meilleur comédien. Ouais, Pierre Letin, je me souviens plus. Pas certain. Je sais que Courcol, je pense, l'est pour réal ou scénariste. Puis je pense que le film est en nomination aussi. Je pense que c'était 6 au total, quand même. Fait que, Fait que je pense que c'est un beau film à voir. Très beau film. Oui, tout à fait. Je sais pas si je sais pas comment dire, c'est pas le seul critère, là. Je sais pas si on va s'en souvenir dans 10 ans de ce film-là, mais en ce moment, c'est une très belle offrande de cinéma plus adulte, si on veut, là. Et si vous avez des enfants qui ont peut-être d'autres tempêtes de neige à venir, la semaine prochaine, on annonce encore notre bonne bordée. Ah oui, OK. Donc, vous voulez faire une petite sortie cinéma? La nouveauté Paddington au Pérou de Douglas Wilson, je pense. Que j'ai dit. Paddington au Pérou. Paddington au Pérou. Parce que je sache, le président Trump n'a pas encore débaptisé Pérou pour... Parouillasser. Non, c'est encore propre. Par Dougal Wilson, qui est pas mal son premier long métrage. Il remplace Paul King ici dans la saga des Paddington. Paul King qui avait quitté pour faire le fameux Wonka avec Timothée Chalamet. Wilson provient du vidéoclip. Il a tourné beaucoup de clips de Coldplay. Parce que j'ai lu. Il y a un bon sens du visuel. Voilà. Ce n'est pas un musical, cela dit, quoiqu'il y a une chanson dans le film. Ils sont très bien amenés, d'ailleurs. On retrouve Ben Whishaw qui fait la voix de Paddington. Là, on parle évidemment dans la version originale. Hugh Bonneville. Emily Mortimer remplace Sally Hawkins dans le rôle de la mère de famille. Et les nouveaux venus là, qui font des personnages très colorés, Antonio Banderas et Olivia Colman. Antonio Banderas qui a l'air à faire sa niche maintenant dans les personnages secondaires. Puis conducteur de bateau. Oui, marin. c'est ça, exact. Il y a dans pas dans Paddington, mais dans Baby Girl, il était moins comico, là, mais quand même dans les rôles secondaires. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que Paddington apprend que sa tante Lucie commence à dépérir dans sa résidence pour ours retraité au Pérou, parce que Paddington est d'origine péruvienne. Fait qu'il va convaincre sa famille adoptive, donc les Brown, de l'accompagner pour essayer de retrouver tante Lucie. En fait, c'est ça, pour la retrouver ou pour remonter le moral? Ouais, remonter le moral, mais une fois arrivé, va apprendre par la bonne, pas la bonne, mais la nonne. Mère supérieure. La mère supérieure, jouée par Olivia Colman, que dans le fond, elle a juste disparu. On a retrouvé ses lunettes, son bracelet, elle est perdue dans le bois. Fait qu'en trouvant des petits indices, va dire elle doit être retrouvée à l'espèce d'emplacement où ils vont essayer de découvrir l'Eldorado. Fait que bref, la famille va partir à l'aventure à l'aide du genre de capitaine Antonio Banderas et de son navire. Il va arriver des choses bien sympathiques, bien drôles et des renversements. C'est pas tous les gens qu'on croyait gentils qu'ils le sont. Ils ont peut-être un agenda caché, comme on dit. Ce qui est pas mal le cas de tous les films Paddington. Là. Je mentirais pas que souvent les autres grosses vedettes sont pas juste des faire-valoir. Là. C'est parce que ils cachent quelque chose. Écoute, peut-être un petit peu moins comico-burlesque que les deux premiers. Quoique ça fait un bout, là. Même le deuxième date de 2018. Le deuxième qui jouit Paddington 2 de cette espèce de
mysticité de film parfait, là, qui est encore à côté 100 sur Rotten Tomatoes, et etc. Fait que, comme on dit souvent là, dans c'est pas le film le plus vu, mais Unbearable Weight of Massive Talent avec Nick Cage puis Pedro Pascal qui joke en disant que c'est leur film préféré alors que c'est du genre une espèce de sociopathe, puis Nicolas Cage qui joue lui-même, puis que tout le monde pleure en écoutant ça, puis que c'est comme une espèce de blague culturelle là, dans la culture pop de dire que Paddington 2 est un film parfait. Je pense que lui avait pas la prétention de le dépasser, c'est pas ça le but, mais c'est ça, on est plus dans l'aventure. Il y a des moments comiques avec un hamac dans la jungle quand il est dans des ruines... sur le bateau. Mayas, là. Ouais, au Pérou. Okay. En tout cas, les ruines au Pérou, très Machu Picchu, mettons. Ouais. Puis... fait que ces petits moments-là, mais sinon, on est plus dans l'aventure, là, un peu à la Indiana Jones. Là, OK, avancer, l'indice suivant, ça nous mène où? Là, les gens se séparent, il faut qu'ils essaient de se retrouver. C'est ça. Une grande quête, lui, pour retrouver sa tante, mais que les gens servent de lui pour essayer de trouver le fameux trésor perdu, plein d'or. Ouais, écoute, moi, c'est une suite très satisfaisante. Je pense que les familles vont trouver leur compte. Je pense que les enfants vont trouver ça drôle, des petits moments comiques, très rythmés. Beaucoup d'action, d'aventure, comme tu dis. Un beau film, par exemple, aussi. Ce qui est le fun, ils ont tourné vraiment en bonne partie en Colombie et au Pérou. Fait que je pense que ça se sent dans l'image. On n'est pas toujours derrière un fond vert. Puis, ou un décor en plastique. Un décor, ouais, c'est ça. Fait que je trouve que c'est bien rendu à ce niveau-là. Visuellement, c'est intéressant. Puis, écoute, c'est le genre d'humour que moi, je trouve très sympathique, qui me fait sourire. On retrouve justement un peu l'humour pince sans rire britannique par moment. Avec des personnages un peu décalés, très colorés. Fait que, encore là, je pense que c'est un film sans prétention, mais bien fait avec amour, sincérité. Ouais. Puis aussi que si des fois on est tanné, c'est pas une production américaine, hein, Paddington, c'est britannique et français. Oui, c'est Studio Canal qui détiennent les droits depuis le premier film, en fait. Et déjà, ils ont annoncé la mise en chantier d'un 4e film. En fait, ils sont ouverts à ça, mais ça a été quand même assez long entre le 2 puis justement, c'est 2017, en fait. Bon. Puis ça a pris 4 ans parce qu'ils ont le feu vert en 2021 pour officiellement se lancer dans l'écriture d'un nouveau film. Je sais pas pourquoi ça a pris tant que ça. Peut-être ça, je n'ai trouvé le bon concept. Fait que espérons que le 4e va se faire un peu plus vite. Ce qui est intéressant quand même, c'est que les enfants qui sont maintenant un peu plus vieux dans le nouveau film, ce sont les mêmes comédiens que dans les deux derniers. Ils jouent pas dans ben d'autres affaires. Hein? C'est ça, je suis allé voir. En fait, non. Depuis Paddington 2, entre les deux Paddington, ils ont fait une couple de trucs. Là, mais c'est ça, mais rien qui a décollé. Non, c'est ça. Puis plus des trucs britanniques qu'internationaux. Puis moi, depuis Paddington 2, les deux, autant la fille que le garçon, c'est assez tranquille. Fait que je sais même pas s'ils sont comédiens encore. Peut-être qu'ils ne le sont même plus aujourd'hui, puis qu'on est allé les chercher pour garder une continuité. J'aurais été curieux de voir ça. Ça doit être quand même un peu étrange, tu sais, si écoute, t'as cette volonté de vouloir poursuivre, mais plus rien qui se passe. Mais t'es attaché à un seul projet. J'allais le faire, c'est le fun. Ouais. Puis dans le rôle de la fille de Antonio Banderas, parce qu'il y a aussi un personnage qui est sa fille, une jeune adulte, c'était Rachel Zegler qui avait été embauchée. Mais elle a dû se désister à cause de la grève. Parce qu'elle... Ah, OK. Ça touchait juste les Américains. Ouais, c'est ça. Puis... mais pourtant, OK, Banderas, il sert de son côté international. Peut-être qu'il y a une exemption à ce niveau-là. Puis vu que c'est pas une production américaine, je pense que les autres... oui, c'est peut-être par solidarité aussi. Je sais pas, vu que c'est pas une production américaine, peut-être qu'elle aurait pu, mais je pense qu'elle avait quitté justement pour aller manifester, être solidaire avec les autres actrices. Puis finalement, la fenêtre, c'est fermé pour elle. Puis on est allé chercher une autre jeune comédienne que j'ai trouvée très bonne, qui s'appelle Carla Tous, qui est une jeune vedette espagnole. Fait que là-bas, elle commence en gros buzz autour d'elle. Ça va peut-être ouvrir les portes de l'international, mais j'ai trouvé très crédible. Espagnol d'Espagne, effectivement. Et non de l'Amérique du Sud. Fait que Paddington au Pérou, n'hésitez pas. Ouais, c'est ça. Moi, ma note que je voulais dire par rapport aux deux, c'est comme en famille, je fonce 100% dans ce film-là. C'est ce genre de... Il y a des films familiaux que c'est quand même un long moment pour les parents, mettons. Puis ce film-là n'est pas dans cette catégorie-là. Je pense qu'il est le fun pour tous. Par contre, c'est juste si vous êtes une espèce d'adulte au cœur tendre qui a tellement capoté sur le deuxième, peut-être que vous allez trouver lui justement plus enfantin. C'est peut-être juste là ma réserve, mais
si vous êtes appelé par un film, allez le voir, là, c'est tout. Là. Vous ferez votre idée après. Là. C'était juste pour ça. Je l'ai pas conquis non plus. Il faut que tout le monde aille voir ça. On va parler de ce film-là pendant 30 ans. Je pense pas. Tu suis toujours le gros. Pense à Captain America, c'est le même principe. Là. Civil War est vu comme un des meilleurs films. Même, il y en a qui le préfèrent à des Avengers puis tout. Fait que c'est sûr que le suivant, on l'attend un peu avec une brique puis un fanal. Là, ou on l'attend avec... Il a de grands souliers à chausser. C'est plus ça. Voilà, dans les autres sorties, on n'a pas parlé la semaine dernière, mais il y a le documentaire Devenir Led Zeppelin, Becoming Led Zeppelin, en fait. La semaine dernière sortait exclusivement sur IMAX, le 7 février, et là, depuis le 14, donc, il est disponible sur tous les écrans, là, tous les cinémas qui décident bien de le présenter. C'est pas mal le premier, en fait, c'est le premier docu sur Led Zeppelin qui est vraiment approuvé par le groupe et les membres restants. Fait qu'on utilise beaucoup d'images d'archives, des images inédites qui est assez psychédélique parce que ce qui est fascinant avec Led Zeppelin, c'est que ça fait partie de ces groupes qui sont mythiques mais qui a explosé, là, genre en 1 an, là, c'est devenu le band le plus gros sur la Terre, là, dans les plus gros, dans le rock'n'roll et tout, de leur unicité et tout. Puis les principaux intervenants qu'on interviewe, c'est Jimmy Page, Robert Plant puis John Paul Jones. Il y a des images d'archives de John Bonham, mais il n'est pas interviewable. Ouais. Peut-être qu'il interviewe son fils, je sais plus. Mais de mémoire, je pense qu'ils ont arrêté assez rapidement. Hein? Je me trompe-tu ou ils ont une longue carrière? Je sais pas, ça n'a pas duré beaucoup d'années, mais ils ont quand même comme 5 albums, je pense. Okay. Mais ça se peut qu'il y ait 5 albums en 9 ans, là, genre, puis que ça finit vite, là. Ça fait que c'était juste le temps d'une décennie ou quelque chose comme ça. Je suis pas un expert, puis j'ai manqué de temps pour voir le film. J'ai quand même un intérêt pour Led Zeppelin, là. Ça fait partie des groupes que, je sais pas, en découvrant le rock'n'roll à 16, 20 ans, tu fais comme, ça existe, cette affaire-là. Mais, tu sais, je pense qu'en discutant avec mes parents, ils écoutaient ça quand ils étaient jeunes, mais ils écoutaient plus ça. Tu sais, ça jouait pas dans la maison chez nous. Ils écoutaient plus du Led Zeppelin. Fait que c'est plus quand j'ai étudié en musique au cégep que, on dirait, des guitaristes m'ont fait connaître ça. Puis, okay. Surtout Stairway to Heaven, là, qui est quand même là. Ouais, ben là, ça venait, j'avoue que ça venait de voyons, Mike Myers, Wayne's World. Parce que c'est la fameuse blague, parce que dans le premier, il veut s'acheter une Stratocaster toute blanche, puis là, il capote sur cette guitare-là. Puis là, il va dans le magasin à chaque semaine, je pense, pour l'essayer, mais elle coûte genre 2000$, fait qu'il n'y a pas l'argent. Puis là, il fait les premières notes de Stairway to Heaven. Puis là, le vendeur l'arrête, puis là, il pointe un panneau, puis c'est comme écrit « No Stairway to Heaven », parce qu'on est quelqu'un avec tout le monde joue ça. Quoi, pas de Stairway? Puis voilà. Fait qu'après, il y a beaucoup de gags de ça sur Internet, de chansons, je pense jouer Stairway to Heaven, du monde qui se filme en blague pour aller jouer ça puis voir la réaction du monde qui sont tannés. Ça ou d'autres tunes qu'on n'est plus capable d'entendre. Là. Je sais pas, Baby Shark. Là. Bref, voici pour cette semaine. Et là, déjà, on a parlé de Paddington, mais la semaine prochaine, il y a encore plus de films familiaux. Là. Je sais pas si on va faire des revues profondes de chacun d'eux, mais on en parlera quand même. Vous présenter qu'est-ce qu'il y a sur le marché. Ouais, c'est pas ce qui va manquer à la relâche. Non, c'est ça. Je pense que tous les distributeurs ont un film familial pratiquement. Puis dans le cas de Disney, c'est Blanche-Neige le 21 mars. Fait que juste après. Mais nous, ce qu'on a très hâte de voir, c'est The Monkey, le singe film d'horreur de Osgood Perkins. On a eu quelques films d'horreur dans les dernières semaines. On parlait de Hard Eyes la semaine passée, Companion 2 semaines plus tôt. Puis 1 semaine plus tôt même. Et je pense que The Monkey devrait vraiment tailler sa place au box-office avec le succès de Longlegs qu'il y a eu cet été. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de curieux pour aller voir ça, surtout que ça vient d'une histoire de Stephen King. Alors je crois que ça va être très éclaté. Bref, on vous parle de ça et d'autres produits pour les sorties du 21 février. La semaine prochaine, pour nous contacter, écrivez-nous au balado@commercialmonciné.ca et suivez Magazine Mon Ciné sur Facebook et Instagram. Procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné, disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Et pour voir tous les articles, dont celui qui s'en vient sur Enfant Fort avec Pierre Lotin et le nom du réalisateur que j'ai oublié. Emmanuel Courcol. Merci. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ce, vous faites bon cinéma, bon popcorn, puis si jamais vous êtes en froid avec votre fille, pas besoin de vous transformer en Hulk pour faire la paix.